Orlando, Floride, le mardi 24 janvier 2006. Ce matin-là, dans un appartement d'une résidence sécurisée du quartier Millenia, une jeune femme s'est levée comme tous les matins. Elle a pris sa douche, les gouttes d'eau glissaient encore sur les parois quand sa famille les a trouvées des heures plus tard. Elle a posé son sèche-cheveux sur le comptoir de la salle de bain, sorti son maquillage, enfilé un t-shirt après la douche. Elle a ouvert son dressing, fait passer plusieurs tenues devant elle, les a étalées sur son lit, encore défaits. Et puis, elle a choisi ses chaussures. Des escarpins en peau d'alligator, achetés chez Nine West quelques semaines plus tôt. Elle en avait parlé à sa mère avec l'enthousiasme de quelqu'un qui attend une occasion spéciale. Ce matin-là était enfin cette occasion, car elle avait une réunion importante au programme. Elle a pris son sac, ses clés, son téléphone et elle est sortie. On ne l'a plus jamais revue. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Jennifer Casey, une histoire qui dure depuis 20 ans, une histoire qui, pour la première fois depuis longtemps, pourrait être sur le point de trouver une réponse. Jennifer Joyce Casey est née en 1981 dans le New Jersey. Enfant, elle a grandi dans une famille très soudée. Drew et Joyce, ses parents, et Logan, son frère cadet. Avant de s'installer en Floride, les Casey avaient vécu une expérience traumatisante. Drew et Joyce avaient été victimes d'un braquage à main armée. Cet événement avait laissé une empreinte durable dans la façon dont ils avaient élevé leurs enfants. La vigilance, la prudence, la conscience permanente de son environnement. Ces valeurs, Jennifer les avait intégrées profondément. À 24 ans, Jennifer était tout ce qu'on pourrait espérer être à cet âge. Diplômée en finance de l'Université centrale de Floride, elle avait commencé à travailler pour une société spécialisée dans le timeshare dès ses études. D'abord comme stagiaire, puis comme employée à part entière après l'obtention de son diplôme. En moins d'1 an, elle avait décroché plusieurs promotions. Elle aimait son travail et elle en était fière. Fière au point d'avoir acheté à 24 ans à peine son propre appartement dans une résidence neuve et sécurisée d'Orlando. Le genre d'endroit avec un portail, des caméras, une communauté fermée. Le genre d'endroit qui donnait l'impression d'être protégée. Jennifer avait des rituels de sécurité qu'elle respectait scrupuleusement. Elle contactait au moins un membre de sa famille chaque jour, ne serait-ce que par un simple message pour dire que tout allait bien. Elle gardait toujours sa voiture et son appartement verrouillé. Elle n'ouvrait jamais la porte à quelqu'un qu'elle n'attendait pas, et lorsqu'elle marchait seule, elle appelait quelqu'un. Sa famille, ses amis, son petit ami, pour ne jamais être vraiment seule. Pour qu'il y ait toujours une voix au bout du fil qui sache immédiatement si quelque chose n'allait pas. C'est précisément cette vigilance qui rendait sa disparition encore plus terrifiante pour ceux qui la connaissaient. Son petit ami s'appelait Rob Allen. Ils s'étaient rencontrés en janvier 2005 dans un bar à Orlando, lors d'un de ces heureux hasards dont on mesure l'importance qu'après coup. Rob habitait Fort Lauderdale, environ 3 heures de route. Une relation à distance donc, mais ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir y mettre fin pour autant. Rob avait confié à la presse quand on trouve une vraie connexion avec quelqu'un, on trouve un moyen de faire marcher les choses. Et c'est ce qu'il faisait. Chaque matin, Jennifer l'appelait avant d'aller au bureau. Chaque soir, ils se parlaient des heures. Et les week-ends, ils se retrouvaient. Le week-end du 19 au 22 janvier 2006, Jennifer et Rob s'étaient offert un voyage à Sainte-Croix dans les îles Vierges américaines, avec quelques amis. Un séjour lumineux, insouciant. Pendant ce temps, à Orlando, son appartement n'était pas vide. Elle avait prêté son appartement à Logan et ses amis pour le week-end, leur évitant des frais d'hôtel. Le dimanche soir, Jennifer et Rob atterrissent à Miami. Il est tard. Plutôt que de reprendre la route seule pour Orlando, Jennifer décide de passer la nuit chez Rob à Fort Lauderdale. Un choix raisonnable, sensé. Le lendemain matin, lundi 23 janvier, elle se lève à l'aube et prend la route. 3 heures de trajet pour arriver à son bureau à 9 heures. Elle travaille toute la journée, normalement, comme si rien de particulier n'était sur le point d'arriver.
Elle quitte le bureau à 18h et rentre directement chez elle. Une fois à l'appartement, elle appelle ses parents. Une conversation ordinaire, elle leur raconte le voyage, les îles, les moments partagés avec Rob. Elle demande aussi comment s'est passé le week-end de Logan dans son appartement. Puis pendant qu'elle parle, quelqu'un frappe à sa porte. Jennifer ne répond pas, elle n'attendait personne, elle ne reconnaissait pas les coups. Fidèle à ses habitudes, elle laisse sonner, attend que la personne reparte et continue sa conversation. On ne saura jamais qui se trouvait derrière cette porte ce soir-là. Plus tard, dans la soirée, elle parle avec Logan. Un ami à lui a oublié son téléphone dans l'appartement pendant le week-end. Elle propose de l'envoyer par la poste le lendemain. Et à 22h, Rob appelle, comme chaque soir. La conversation est plus lourde que d'habitude. Après ce week-end passé ensemble, la réalité de la distance recommence à peser sur Jennifer. Elle a besoin de réassurance, de savoir que tout ça a un sens, qu'ils travaillent vers le même avenir. Ce n'est pas une dispute à proprement parler, pas de cris, pas de reproches violents, juste une conversation tendue, chargée d'une vulnérabilité que les relations à distance connaissent bien. Il raccroche aux alentours de 22h. Et c'est la dernière conversation que quiconque aura jamais avec Jennifer. Le lendemain matin, le 24 janvier, Rob attend l'appel habituel de Jennifer. L'appel du matin, celui qu'elle passait sans exception depuis qu'ils se fréquentaient, juste pour se souhaiter une bonne journée avant de plonger dans le travail. Mais ce matin-là, son téléphone ne sonne pas. Il essaye de la rappeler et il tombe directement sur la messagerie. Il se dit qu'elle est peut-être déjà en réunion. Il se souvient qu'elle avait quelque chose d'important ce matin-là, une réunion qu'elle ne pouvait sous aucun prétexte manquer. Peut-être qu'elle a simplement éteint son téléphone pour ne pas être dérangée, peut-être. Mais à 11h du matin, c'est le bureau de Jennifer qui prend contact avec ses parents. Jennifer n'est pas arrivée, pas d'appel, pas de message, rien. Sa mère Joyce dira plus tard, son téléphone qu'elle avait depuis ses 16 ans est passé à la messagerie pour la toute première fois de sa vie. C'est à ce moment qu'on a su que quelque chose d'horrible s'était passé. Drew et Joyce sautent dans leur voiture depuis Tampa. Logan fait de même. Pendant le trajet, le plus long de leur vie diront-ils, ils appellent tous les hôpitaux de la région, demandent si une Jennifer Casey ou une jeune femme non identifiée a été admise. Chaque appel se termine de la même façon. Aucune Jennifer Casey, aucune inconnue correspondant à sa description. Logan, son frère, arrive à 15h et ses parents à 15h15. La voiture de Jennifer n'est pas dans le parking. Ils entrent dans l'appartement avec l'aide du gestionnaire de la résidence. Pas de chaos, pas de sang, pas de meubles renversés, rien qui ressemble à une scène de crime telle qu'on se l'imagine. Et pourtant, ce qu'ils trouvent raconte une histoire. Dans la salle de bain, la douche porte encore les traces d'une utilisation récente. Des gouttes sur les parois, de l'eau autour des flacons de shampoing. La serviette est humide, le sèche-cheveux est posé sur le comptoir, le maquillage est sorti. À côté de la douche, par terre, un t-shirt. Celui qu'elle portait pour dormir, probablement enlevé avant d'entrer sous l'eau. Dans la chambre, le lit défait, comme après une nuit normale. Et sur le lit, plusieurs tenues accrochées à leur cintre, comme si elle avait hésité, sorti plusieurs options de son dressing, les avait étalées pour voir laquelle irait le mieux. C'est là que Joyce, sa mère, remarque l'absence. Les escarpins en peau d'alligator, ceux dont Jennifer avait parlé avec tellement d'enthousiasme, ceux qu'elle gardait pour les grandes occasions, ceux qui allaient parfaitement avec la tenue étalée sur le lit. Ils ne sont nulle part. Son sac à main n'est pas là, ses clés de voiture non plus, son téléphone non plus. Tout indique qu'elle s'est levée ce matin-là, s'est préparée avec soin, a choisi ses meilleures chaussures pour cette réunion importante et est sortie, normalement, sans se douter de rien. Le soir même, la famille appelle la police. Un agent se déplace. Il entre dans l'appartement, il regarde autour de lui pendant, Drew l'a chronométré, environ 30 secondes. Et puis il dit, elle a probablement eu une dispute avec son petit ami, elle va revenir. Et il repart. Ce soir-là, alors que la police ne fait rien, la famille de Jennifer commence à distribuer des flyers dans tout le quartier. Ils collent son visage sur des affiches, ils contactent les médias locaux, ils font ce que la police aurait dû faire. Et pendant ce temps, ils s'installent dans l'appartement de Jennifer pour coordonner les recherches. Des amis viennent, des gens entrent et sortent
s'assoit sur les meubles, touche des surfaces. Ce qui aurait pu être une scène de crime est transformé en quartier général familial. Une erreur que personne n'a autorisée, une erreur que personne n'a empêchée non plus. 2 jours après la disparition, le jeudi 26 janvier, un habitant de la résidence Huntington-on-the-Green regarde les informations à la télévision. Il voit le portrait de Jennifer, il voit la photo de sa voiture, une Chevrolet Malibu noire 2006. Et quelque chose se met en place dans sa tête. Cette voiture, il pense l'avoir vue, garée dans son propre parking, à exactement 1,2 km de l'appartement de Jennifer. Il appelle la police. C'est bien la voiture de Jennifer. Elle est là, en pleine vue, dans un parking ouvert. Pas sur le bord d'une route déserte, pas cachée dans une forêt, juste là, comme si quelqu'un l'avait garée normalement et était parti faire ses courses. À l'intérieur, aucun signe de Jennifer, aucun de ses effets personnels. Les enquêteurs notent que la voiture semble avoir été nettoyée. Pas d'empreintes exploitables, pas d'indices laissés en évidence. Quelqu'un a pris soin de ne rien laisser derrière lui. Mais la résidence a des caméras de surveillance. Et ces caméras ont fonctionné. Sur les images, le mardi matin à midi, la Malibu noire entre dans le parking. Elle se gare près de la piscine. Une personne en sort, seule. Elle verrouille les portières et elle s'éloigne, à pied, sans se retourner une seule fois. Cette personne est probablement la dernière à avoir été en contact avec Jennifer. Et c'est là que cette affaire bascule dans quelque chose d'à la fois fascinant et probablement frustrant. Les caméras de cette résidence ne filmaient pas en continu. C'était un système de photographie fixe, déclenché toutes les 2 à 3 secondes. Des images granuleuses, imprécises, prises sous un angle fixe. Et sur chaque image où le visage de cette personne aurait pu être visible, un poteau de la clôture le cache. Pas une fois, pas 2 fois, mais sur chaque prise de vue exploitable. À chaque instant où la personne se trouve dans un angle potentiellement utile, un poteau de la clôture du parking se trouve exactement entre elle et l'objectif. Le FBI, qui rejoint l'enquête, utilisera une expression restée dans les annales de cette affaire. Ils appelleront cette personne le suspect le plus chanceux de l'histoire du true crime américain. On parvient à établir une taille approximative entre 1,58 m et 1,65 m. On observe une démarche, une silhouette, des vêtements qui ressemblent selon les uns à une tenue de chantier, selon les autres à un uniforme de gardien de sécurité, et selon d'autres encore à un simple jean et un t-shirt. On note un détail inhabituel. La personne semble avoir des pieds anormalement grands par rapport à sa taille. Les enquêteurs iront jusqu'à contacter des salons de coiffure pour les prévenir que quelqu'un pourrait venir changer de coupe de cheveux. Mais son visage, son identité, rien. Les chiens renifleurs parviennent à suivre une piste olfactive depuis la voiture jusqu'aux escaliers de service à l'arrière de l'appartement de Jennifer. Une porte dérobée, peu visible depuis la rue. La piste s'arrête là. Ce qui laisse penser que quelqu'un attendait peut-être à cet endroit précis ou que la personne connaissait suffisamment bien les lieux pour savoir comment entrer et sortir discrètement. La police et la famille de Jennifer ont reconstitué le matin du 24 janvier avec le peu d'éléments disponibles. Les enquêteurs estiment que Jennifer a quitté son appartement quelque part entre 7h30 et 8h du matin, suffisamment tôt pour arriver à sa réunion à l'heure. La théorie la plus largement acceptée est qu'elle a été attaquée pendant le trajet entre sa porte et sa voiture dans le parking. Peut-être pendant qu'elle cherchait ses clés, peut-être pendant qu'elle déverrouillait la porte, dos tourné. Des années plus tard, quand la famille de Jennifer obtient enfin accès aux photos officielles de sa voiture prise le jour de sa découverte, ils remarquent quelque chose que la police n'avait jamais mentionné publiquement. Sur le capot de la Malibu, dans la poussière et la saleté ordinaire accumulée sur le métal, il y a des traces. Des zones frottées comme celles que laisserait le poids d'un corps projeté ou plaqué contre le capot. Et vers le bas du capot, ce qui ressemble à des marques de doigts comme glissant vers le sol. C'est peut-être l'image la plus glaçante de toute cette affaire. Pas de sang, pas de violence évidente, juste des traces dans la poussière sur un capot de voiture qui suggèrent le moment exact où quelqu'un a pris Jennifer. Je vais à présent vous parler des suspects. Le premier suspect, c'est Rob, son petit ami.
Dans ce type d'affaires, le compagnon est toujours le premier à être regardé de près. Rob n'a pas fait exception, mais son alibi était solide. Il se trouvait à Fort Lauderdale au moment de la disparition, ce qu'ont confirmé plusieurs personnes. Et la famille de Jennifer, qui le connaissait bien, n'a jamais eu le moindre soupçon à son égard. Il est venu à Orlando dès qu'il a appris la nouvelle, a participé activement aux recherches et est resté aux côtés de la famille pendant des semaines. Rob a été rapidement écarté. Deuxième suspect, Matt, l'ex-petit ami. Un ancien petit ami de Jennifer, prénommé Matt, avait la réputation d'avoir du mal à accepter leur rupture. Des gens dans l'entourage de Jennifer avaient entendu qu'il voulait renouer avec elle. Le soir du 23 janvier, la veille de la disparition, Matt se trouvait dans un bar appelé le Blue Martini, situé juste en face de la résidence de Jennifer. Les enquêteurs l'ont interrogé, il a accepté de passer un test polygraphique, mais curieusement, ce test n'a jamais eu lieu. Les enquêteurs ont abandonné cette piste sans explication publique. Sa présence au Blue Martini ce soir-là était-elle une coïncidence? La famille de Jennifer ne pense pas qu'il soit impliqué, mais les questions restent posées. Troisième suspect, Johnny Campos, le collègue. Il y a un homme dans cette affaire dont le comportement a profondément marqué tous ceux qui ont suivi le dossier de près. Johnny Campos était superviseur dans la société où travaillait Jennifer. Marié, et selon tous les témoignages disponibles, obsédé par elle d'une façon qui mettait ses collègues mal à l'aise. Jennifer en avait parlé à ses parents à plusieurs reprises. Il la draguait constamment, elle le rejetait aussi poliment que possible, craignant les représailles professionnelles. Elle ne voulait pas de conflit, elle gérait. Quand Johnny avait appris que Jennifer était partie en vacances romantiques avec Rob, il avait perdu ses moyens. Un collègue nommé Adam l'avait entendu s'en plaindre bruyamment. Et le lundi 23 janvier, la veille de la disparition, des employés du bureau avaient assisté à une confrontation directe entre Johnny et Jennifer. Il l'avait interpellée au sujet de ce voyage. Elle lui avait répondu sèchement que ce qu'elle faisait de sa vie ne le regardait pas. Le lendemain matin, le jour où Jennifer disparaît, Johnny Campos arrive au bureau à midi, en retard de plusieurs heures. Il explique avoir reçu une contravention pour excès de vitesse sur le trajet. Cette contravention n'a jamais pu être vérifiée. Elle n'existe dans aucun registre accessible. Et quelques jours après la disparition, quand ses collègues parlent de Jennifer avec inquiétude, Johnny Campos dit à Adam, et ce sont les mots exacts qui ont été rapportés aux enquêteurs, elle a probablement déjà été mangée par des alligators. C'est la phrase que personne n'a oubliée, la phrase que ses collègues ont répétée aux enquêteurs. La phrase qui, pour beaucoup de gens qui suivent cette affaire depuis 20 ans, reste l'une des clés de ce mystère. Les enquêteurs ont officiellement dit que Johnny Campos n'était pas un suspect, ils n'ont pas expliqué pourquoi. Les autres suspects sont les ouvriers du chantier. La résidence où vivait Jennifer était encore en partie en construction au moment des faits. Plusieurs sections de l'immeuble n'étaient pas terminées et des dizaines d'ouvriers travaillaient sur place chaque jour. Mais ce qui aggrave les choses, c'est que certains de ces ouvriers dormaient dans les appartements inoccupés de la résidence, des logements non loués mis à leur disposition par le promoteur. Ils étaient là le jour, ils étaient là la nuit, ils connaissaient les lieux, ils voyaient les allées et venues des résidents, et Jennifer avait confié à plusieurs reprises qu'elle se sentait harcelée. Des regards insistants, des remarques et des commentaires qu'elle entendait quand elle passait près du chantier. Ses parents l'avaient eux-mêmes entendu se faire interpeller lors d'appels téléphoniques. 3 ans après la disparition, quand les enquêteurs ont décidé de regarder l'affaire avec des yeux neufs, ils ont commencé à interroger ces ouvriers. C'est lors de cette relance qu'on a montré les images de surveillance à une ancienne femme de ménage de la résidence, et elle a dit reconnaître la silhouette. Selon elle, la démarche, les vêtements, la façon de bouger ressemblaient à quelqu'un qu'elle connaissait. Un ouvrier qui avait travaillé là-bas, surnommé Chino. Les enquêteurs retrouvent Chino. Il est en prison pour une affaire de mœurs. Il reconnaît avoir connu Jennifer, il était entré dans son appartement une fois pour des travaux de maintenance. Mais il nie toute implication dans sa disparition. Il accepte un test polygraphique et il le passe sans problème. Encore une autre piste, encore une impasse. En 2018, après 12 ans de frustration, les parents de Jennifer ont pris une décision radicale. Ils ont poursuivi la ville d'Orlando et le département de police en justice pour obtenir l'accès
intégrale au dossier de leur fille. Ce dossier contenait 15 000 pages. 15 000 pages auxquelles la famille n'avait jamais eu accès. 15 000 pages que la police avait accumulées en 12 ans sans jamais vraiment les partager. Le processus légal a été long, épuisant, coûteux et au bout, quand la famille a finalement obtenu gain de cause et les documents, il leur a fallu payer 18 000 $ pour en obtenir des copies. 18 000 $ pour obtenir les archives de l'enquête sur la disparition de leur propre fille. Ce que la famille et leur enquêteur privé Michael Teretta ont trouvé dans ces documents a confirmé leurs pires craintes. Des lacunes béantes dans les investigations. Des listes de suspects interrogés incomplètes, impossible de savoir qui avait été vu, qui avait été écarté, qui n'avait jamais été questionné, une focalisation étrange sur certaines catégories de travailleurs liées à la couleur du t-shirt de la personne sur les images de surveillance, qui avait peut-être fait passer à côté de pistes essentielles. Et les photos du capot de la voiture, celles que la police avait décrites comme ne montrant rien d'exploitable, celles sur lesquelles, quand on regarde vraiment, on voit les traces d'un corps. En 2022, après de nouveaux efforts acharnés, Drew et Joyce ont réussi à faire transférer l'affaire au Florida Department of Law Enforcement, hors des mains de la police d'Orlando qui l'avait géré pendant 16 ans. Enfin de nouvelles mains, enfin de nouveaux yeux. Et puis, en octobre 2025, presque 20 ans, jour pour jour après la disparition de Jennifer, quelque chose se produit. Les médias locaux d'Orlando rapportent une information qui fait l'effet d'un séisme dans la communauté de ceux qui suivent cette affaire depuis des années. Des enquêteurs du FDLE ont retrouvé de l'ADN sur des pièces à conviction liées à l'affaire Jennifer Casey. De l'ADN qui n'a jamais été analysé. La famille publie un message sur la page Facebook Find Jennifer Casey. Les mots sont mesurés, prudents. Ils ont été déçus trop de fois pour se laisser aller à l'euphorie, mais quelque chose dans leur façon d'écrire trahit une émotion qu'on ne leur avait pas vue depuis longtemps. Ils écrivent « L'affaire de Jennifer n'est plus froide. Le travail non-stop de l'équipe a ouvert beaucoup de nouvelles pistes. La liste des personnes d'intérêt a été considérablement réduite. Il ne reste plus que quelques individus sur lesquels ils travaillent activement. Nous avons été ici trop de fois, mais cette fois quelque chose semble différent. » Drew a accordé une interview à la télévision locale. Il a dit « Je n'ai pas dormi une nuit complète en 20 ans. Je me lève chaque matin avec Jennifer dans la tête. Mon corps souffre depuis 20 ans, mais on a choisi de continuer. 20 ans. Chaque matin, pendant 20 ans, un père se lève avec le visage de sa fille dans la tête. » Ce matin, du 24 janvier 2006, Jennifer Casey s'est levée dans son appartement d'Orlando. Elle a pris sa douche, elle a hésité devant son dressing. Elle a choisi ses escarpins en peau d'alligator, ceux qu'elle gardait pour les grands jours. Elle ne savait pas que c'était le dernier matin. Elle ne pouvait pas le savoir. Elle a simplement fait ce qu'on fait le matin. Elle s'est préparée, elle a pris son sac et elle a fermé sa porte derrière elle. Et quelqu'un l'attendait. 20 ans ont passé, une silhouette floue sur quelques photographies granuleuses, un visage caché par les poteaux d'une clôture à chaque instant décisif. Une contravention qui n'existe nulle part, une phrase sur les alligators que personne n'a oubliée, 15 000 pages de dossier, 18 000 $ payés par une famille pour lire ce qu'on aurait dû leur dire. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, de l'ADN, des pistes, une liste de suspects réduite à quelques noms. Peut-être que cette fois, quelque chose sera différent. Sa famille cherche encore. Elle n'a pas renoncé et elle ne renoncera pas. Merci d'avoir été là ce soir. Vous êtes sur Minus Sibylline et on se retrouve très bientôt à minuit.